Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence en ligne organisée par VECA en partenariat avec la CASDEN Banque Populaire, la banque coopérative de toute la fonction publique. La CASDEN organise et parraine un cycle de plusieurs webconférences, dont celle-ci, consacrée aujourd'hui au thème fonction publique, recruter mais aussi fidéliser. Alors pourquoi ce titre? Deux réalités ou deux constats. Le premier est que tous ceux qui parmi nous ont dû le faire ou le font régulièrement savent à quel point le recrutement est un exercice difficile. Difficile dans le discernement pour juger des compétences et des qualités humaines des candidats, mais aussi et surtout car il faut savoir se projeter dans le temps et anticiper l'évolution des métiers et celle des organisations. Particulièrement dans le public où l'on recrute encore la plupart des personnes pour longtemps. Le second constat est que certes, la fonction publique peine souvent à recruter et souvent à conserver ses talents, mais la plupart des professions pour lesquelles elle déplore une pénurie de profils qualifiés, sont des métiers en tension également dans le privé, ce qui explique en partie les difficultés rencontrées. On ne peut nier que l'image de la fonction publique, fonctionnaire bashing dont on parle beaucoup, et parfois son incapacité à communiquer nuit à son attractivité aux yeux de certains candidats et particulièrement les jeunes. Mais les freins sont aussi internes. Si certaines collectivités sont très innovantes en la matière, d'autres au niveau des politiques RH, de la gestion des compétences, sont très inégales, avec des souhaits d'évolution pas toujours satisfaits, un écart entre le discours et la réalité, ou la faiblesse de la marque employeur. Notons cependant que l'on entend dans divers colloques, séminaires et autres articles beaucoup d'affirmations définitives et des prises de position sur les méthodes ou les outils qui pourraient remédier à cette situation qui montre une méconnaissance des réalités. J'avais rencontré il n'y a pas très longtemps un DRH qui me disait qu'il y a une différence entre la réalité du ring et la beauté du sport. Cette expression pugilistique est assez juste et je ne doute pas que nos intervenants sauront rétablir la réalité. De son côté, le ministère des Armées se distingue par une problématique de recrutement sur des métiers techniques en tension et une reprise du recrutement liée à d'importants flux de départ en retraite. Si aujourd'hui ce ministère est reconnu comme employeur et recruteur de militaires, le fait que 60 000 agents publics civils y travaillent est assez méconnu. Le fait que près de 4 000 métiers différents y existent ne fait pas partie des grilles de lecture des candidats au recrutement, d'où une intense politique d'attractivité et de fidélisation qui fait partie des préoccupations de la DRH des armées, et nous allons en parler ce matin. Les questions sont nombreuses et nous attendons les vôtres. Nous en avons déjà reçu certaines. Comment intégrer les grands changements pour les DRH et l'encadrement? Quel DRH demain? L'attractivité se travaille-t-elle autrement que par la question de la rémunération? Comment communiquer? Quid de la marque employeur? Comment renforcer la culture de la mobilité auprès des fonctionnaires et jusqu'où ne pas aller en termes de mobilité? Comment décloisonner les fonctions publiques? La solution est-elle dans l'approche par bassin d'emploi? Comment utiliser les réseaux sociaux? Et pour en parler et pour répondre à vos questions, deux intervenants que je m'empresse de vous présenter. Mathilde Icard, administratrice territoriale, titulaire d'un DEA de droit public et du certificat de cycle d'enseignement supérieur des affaires HEC. Elle a notamment exercé, vous avez notamment exercé des fonctions de DRH à la région Poitou-Charentes, puis directrice des finances et du contrôle de gestion au CNFPT. Et vous êtes aujourd'hui DGA chargé des ressources humaines à la ville de Lille et vice-président de l'association des DRH des grandes collectivités territoriales, dont vous nous direz quelques mots tout à l'heure. Et vous serez bientôt, début mai, directrice générale du centre de gestion du Nord. Olivier Baur, vous êtes chef du département carrière et compétences à la DRH du ministère des Armées. Alors, vous avez fait votre service militaire en Allemagne, je ne sais pas si ça apportera grand-chose au débat, mais je le dis. Vous avez fait l'IRA de Metz. Vous rejoignez ensuite le ministère de la Défense en 2000. Vous occupez des fonctions juridiques dans les domaines des statuts militaires et des achats d'armement en coopération internationale. 2 ans adjoint du conseiller social au cabinet du ministre. Et ensuite, vous rejoignez la fonction RH et l'accompagnement des restructurations de la DGA, puis aujourd'hui, le pilotage de la mobilité, des recrutements et de la formation des personnels civils à la DRH du ministère des Armées. Entre-temps, vous avez intégré le corps des administrateurs civils et vous occupez les fonctions de délégué régional aux droits des femmes auprès du préfet de la région Île-de-France. Et moi-même, Hugues Périnel, qui ne suis que journaliste, coach et médiateur. Au cours de cette webconférence, vous pourrez poser vos questions via la fenêtre questions que vous pouvez voir dans l'interface GoToWebinar sur la droite de votre écran. Nos intervenants feront leur possible pour y répondre à l'issue ou pendant leur présentation. Restez donc bien connectés. Enfin, nous vous informons que cette conférence donnera lieu à un enregistrement qui sera mis en ligne
et dont le lien vous sera envoyé par mail dans les jours à venir. Mais il est temps de commencer et de vous passer la parole en commençant par vous, Mathilde Icard, peut-être en nous disant en préambule quelques mots de l'association des DRH des grandes collectivités. Bonjour à tous les internautes. Merci Hugues pour cette introduction. Donc, en quelques mots d'abord, une présentation de l'association des DRH des grandes collectivités territoriales. Donc, c'est une association de professionnels qui font le choix de rejoindre cette association, donc des DRH volontaires qui travaillent au long cours sur des sujets liés bien sûr aux ressources humaines, des sujets de fond. On est particulièrement engagé sur les questions de recrutement, de prévention, d'égalité, et qui exercent également des fonctions de lobbying pour faire avancer les sujets, notamment en apportant des contributions auprès des différents gouvernements. Il y a aussi une activité récurrente d'organisation de colloques et de journées d'études, donc un colloque tous les ans aux alentours du mois d'octobre ou novembre sur Paris, et des journées d'études locales auxquelles tous les internautes sont bienvenus. Merci Mathilde. Alors nous allons passer directement au contenu de cette webconférence. Alors vous avez joliment appelé votre intervention, vous avez utilisé un mot nuance, alors j'aimerais bien savoir pourquoi, et puis peut-être après parler de ce qui différencie les collectivités locales du reste de la fonction publique. Alors, pourquoi nuance? C'est un grand sujet. Je me disais que ça pourrait toucher certaines personnes, certains professionnels qui regardent, qui partagent cette émission avec nous, parce que aujourd'hui, et vous l'avez dit Hugues dans votre introduction, je trouve que nous pouvons avoir tendance à trop affirmer des principes et des théories, à être trop catégorique sur les sujets notamment de recrutement, mais surtout sur d'autres sujets liés aux ressources humaines. Et donc, je pense qu'il faut qu'on ait une approche nuancée des choses qui tiennent compte de la réalité des organisations, d'où on part, où on va, de notre ADN et du contexte aussi dans lequel on évolue. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'on applique parfois des modèles qui sont sans véritablement y réfléchir et qui ne sont pas forcément adaptés à la réalité des collectivités. Voilà, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse sortir de cette webconférence en se disant qu'il n'y a pas de principe qui a fait ses preuves dans toutes les organisations et qu'il faut surtout réfléchir à tous ces sujets ensemble, y travailler pour adapter au mieux un schéma qu'on aura décidé et construit avec évidemment l'encadrement, avec les agents et en lien aligné avec la politique de l'organisation. Alors pour nos internautes qui sont pour certains de la territoriale, mais pas tous, comment différencier, si je puis dire, les collectivités locales du reste de la fonction publique? Vaste sujet, en quelques secondes. Déjà, le principe d'une libre administration des collectivités territoriales qui est fixé par la Constitution, tout en étant aussi avec un principe historique de parité entre les différentes fonctions publiques, donc une parité entre la fonction publique territoriale et les autres fonctions publiques de l'État et de l'hospitalière dans les déroulés de carrière. Donc ça, c'est pour les grands principes liés à la fonction publique. Et puis ensuite, il y a une réalité, un contexte aujourd'hui, un contexte qui évolue, un paysage territorial qui évolue, des compétences qui s'enrichissent au niveau des différentes strates de collectivité, des mutations géographiques également, avec de ce fait des collectivités et donc des agents publics locaux qui vivent depuis de nombreuses années des mutations importantes. Ça a des conséquences en termes de ressources humaines, en termes de compétences, en termes également de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et de la vision à construire pour l'avenir. Il y a aussi un contexte, alors qui ne pas uniquement les collectivités territoriales, mais difficile de ne pas en parler. Le projet de loi
relatif à la fonction publique, qui va faire évoluer aussi les statuts, qui apporte une nouvelle vision, et donc les collectivités auront à intégrer tous ces changements et doivent d'ores et déjà s'y préparer. Il y a aussi une réalité qui est liée à l'évolution des modes de gestion des services publics. Aujourd'hui, difficile de dresser un portrait type d'une collectivité ou d'un agent chargé ou d'un collaborateur chargé d'une mission de service public. Dans les collectivités territoriales, le service public peut être assuré en grande partie en régie directe, mais également par des délégations, par des concessions, donc une diversité. Et ça, les ressources humaines, en tant que professionnel RH que je suis, on a à composer avec cette diversité-là, et c'est un enjeu actuel. Est-ce que par rapport à la mutation que vous évoquez, il n'y a pas une des particularités de l'univers du monde territorial qui est liée au fait de nombreuses fusions et mutualisations? Il y a également ça dans l'hospitalière, qui a quand même eu des impacts humains, parce que l'homme en tant que tel a été un peu oublié parfois de ce genre de réflexion. Tout à fait. Avec plusieurs actes de la décentralisation qui ont conduit à des transformations, des changements au niveau des compétences et des fusions ces dernières années importantes au niveau des territoires et des agents, alors sur toute strate, qui se sont retrouvés parfois en difficulté aussi face à ces changements à accompagner. Ça, c'est une réalité également. Oui. Alors, comment attirer lorsque nous n'avons plus des moyens? Oui, alors ça, c'est une autre réalité aussi. Difficile de dire qu'aujourd'hui, les collectivités ont les moyens pour s'aligner, notamment sur des salaires qu'on peut connaître dans le secteur privé. Et puis d'ailleurs, ce n'est pas forcément non plus l'intention de toutes les collectivités. Donc la réalité, elle est là, c'est qu'il y a un contexte financier difficile, une évolution de la masse salariale qui est ce qu'elle est, avec des budgets en général qui sont votés en stabilité ou en diminution liée aux dépenses de personnel. Donc dans ce contexte, comment fait-on? Moi je pense, alors vous allez me dire que je rêve, mais je mets en place ça au sein de ma collectivité, qu'il faut surtout travailler pour faire en sorte de se différencier et réfléchir à ce qui permet d'attirer les personnes. Et ce n'est pas forcément uniquement le sujet de la rémunération, c'est d'abord le sens. Moi, je crois à ça, et j'aimerais bien qu'on discute le sens au travail, la place des agents publics dans le service public, ce qu'ils rendent auprès d'un territoire, auprès des usagers, et puis aussi travailler globalement. Alors, vous avez employé ce terme de marque employeur, qui est un terme qu'on associe plus à la question du marketing et plus à des sujets de secteur privé, mais pour nous aussi, en tant que collectivité, c'est un sujet essentiel à travailler. On est souvent peu formé sur ces questions, et il faut qu'on s'améliore en général sur ces questions. Donc, attirer en se disant que je suis fière de pouvoir contribuer à l'action mise en œuvre sur le territoire. J'ai des déroulés de carrière possibles, et mon organisation, pour moi, ça c'est aussi un sujet important, et cohérente dans ses actes, dans ses messages et dans la réalité quotidienne. Elle est alignée. Est-ce qu'il n'y a pas, vous parlez de communication, de marque employeur, mais ça, pour rester au niveau du recrutement, est-ce qu'il n'y a pas une qualité de communication qui n'est pas forcément la meilleure dans la manière dont sont présentés les offres et les emplois dans nos collectivités, qui est quand même un moyen de communiquer sur l'image de la collectivité? Alors, ce que vous me dites, ça me fait penser à une expérience qu'on a eue qui d'abord était liée à des sujets de prévention et de maintien en activité. On a beaucoup travaillé au sein de la ville de Lille
une question de prévention. Il y a d'ailleurs eu ensuite des travaux approfondis par l'association des DRH sur ces sujets. Aujourd'hui, on voit bien que la question de la mobilité, elle peut être aussi liée à des sujets de prévention, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire toute sa vie le même métier. Et en même temps, parfois, certains agents peuvent venir vers certains métiers un peu par hasard. Dans le cadre des réflexions qu'on a eues sur les sujets de la prévention, on a beaucoup travaillé notamment avec les jardiniers et jardinières de la collectivité qui nous ont dit qu'on avait un problème d'attractivité sur ces métiers, ou en tout cas on avait des difficultés à trouver les bons profils, les profils adaptés. Ils nous ont dit, mais vos offres d'emploi, on n'y comprend rien. Ce que vous mettez sur votre site, ce que vous décrivez, ce n'est pas la réalité. Et ça, alors, c'est aussi une transformation, hein, ces modes de discussion, travailler avec les agents directement, parce qu'on n'est plus en position de sachant directement, mais c'est utile et ça a conduit à faire, par exemple, des petits films, alors qui ne sont pas des films de communication, qui sont des films du parler vrai, c'est-à-dire moi, en tant que jardinier ou jardinière, qu'est-ce que je fais dans la réalité quotidienne. Et alors, je peux vous dire que c'est complètement différent de ce qu'on écrivait dans la fiche de poste ou l'offre d'emploi. Ce sera intéressant de comparer avec ce que nous dira Hugo sur ce que met en place le ministère des Armées. Donc, un modèle à reconstruire, très bien, mais et vous insistez sur les valeurs, le sens du travail et l'engagement. Bien sûr qu'on en reparlera tout à l'heure, mais derrière ce petit alinéa. Alors, il y a beaucoup de choses, il y a toute une réflexion et puis le fruit d'une quinzaine d'années maintenant passé en tant que fonctionnaire territorial. Il y a un contexte, comme je l'ai dit, en mutation avec un principe historique qui est que les agents publics sont dans une relation unilatérale avec la collectivité comme l'État. Hein. Le principe du statut, c'est bien ça, c'est une relation unilatérale qui est basée, qui se justifie par l'intérêt général. C'est d'ailleurs le sacro-saint principe dont on entend souvent parler, qui est qu'on est titulaire de notre grade, pas de notre emploi, pas de notre métier. Alors, à la limite, ça c'était assez confortable comme système. Là, le contexte évolue. On voit, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il peut y avoir plusieurs types de statuts, que les contractuels vont progressivement être plus nombreux au sein de la fonction publique. Et de fait, comment on arrive à reconstruire cette relation qui était historiquement basée sur les statuts et qui, demain, doit trouver d'autres éléments pour avancer. À mon sens, c'est revenir aux fondamentaux de la fonction publique, les principes de base, les valeurs du service public qu'on doit tous porter, quel que soit notre statut, et explorer plus le sujet qui intéresse principalement les agents, plus que les grandes philosophies. C'est mon travail aujourd'hui, comment je le fais demain, quelle attention vous portez à tous ces petits gestes du quotidien. Alors, on entend dans vos propos la nécessité d'un véritable sens de l'adaptation, ce qui m'amène un peu à l'intitulé de la deuxième slide, plaidoyer pour le sur-mesure. Ah oui, alors il y avait la nuance, donc là, maintenant il y a le sur-mesure. Au sur-mesure, parce que je suis... C'est comme de la marque employeur. Ça. Ah, ben c'est une marque, ça constitue tout à fait aussi une marque employeur. Moi, personnellement, je suis parfois agacée, comme je le disais, par ces grands principes. C'est-à-dire, il faudrait avoir un plan de GPEC, l'intégrer comme on nous dit de le faire, comme nous disent les éditeurs, dans un grand outil. Il faudrait qu'on ait les revues des talents. Il faut qu'on parte en formation pour ça. Il faudrait construire des parcours pour tout le monde et que tout ça soit bien affiché avec des couleurs comme il faut au sein de la collectivité. Il faut gérer toutes les générations avec des attentes très différentes.
Donc, moi, je suis d'accord, évidemment, sur ces principes. Je ne vais pas dire le contraire. C'est logique et c'est ce qui permet de construire une politique des ressources humaines. Mais là où je dis qu'il faut qu'on soit sur du sur-mesure, c'est que ces logiques-là, elles doivent être adaptées à la réalité de l'organisation. Et évidemment, peut-être à certains endroits, un grand outil va être fort utile au sein d'une collectivité ou d'une grande organisation. Mais n'oublions pas, et pour moi c'est le plus important, la place des encadrants. On n'a pas encore parlé. C'est leur rôle, un bon encadrant, et puis avec l'appui des ressources humaines également, c'est celui qui est attentif aux besoins de ses collaborateurs, à construire des parcours, qui dit OK, toi tu veux évoluer tous les 3 ans, bah, je t'accompagne dans cette logique-là. D'autres qui préfèrent rester 10 ans sur le même poste. Donc faire du sur-mesure et l'intégrer comme une dimension en effet de notre action. Alors, on va à notre tour poser des questions aux internautes. C'est une question à laquelle vous répondez par oui ou par non. La solution à la mobilité est-elle dans l'approche par bassin d'emploi? C'est une question qui n'est pas innocente parce que c'est un sujet qu'on évoquera tout à l'heure. Donc, vous répondez par oui ou par non et on soumettra les résultats de ce sondage à nos intervenants. Alors, Mathilde, vous proposez une politique à construire entre collectivités, qui sont parmi les contributions de l'association des DRH. Oui, tout à fait. L'association des DRH a beaucoup travaillé sur ces sujets. Fin 2018, elle a proposé au gouvernement de conclure un pacte de confiance avec les agents, notamment sur ces thématiques. Sa contribution, elle est accessible sur le site de l'association DRH Attitude. Et sur les questions de recrutement et de bassin d'emploi, on part d'un constat qui est qu'il y a en moyenne par année 8%, 8,5% de fonctionnaires qui exercent une mobilité. Donc, ce n'est pas énorme. Et alors, qui entre fonctions publiques, c'est moins de 1%. Par contre, quand on interroge aussi, il y a des aspirations. Mais la réalité, c'est que les agents publics ne sont pas tous mobiles géographiquement, mais pourraient plutôt être intéressés par une approche par bassin d'emploi. Quand on a son foyer, ses enfants, sa maison, sa vie dans une ville, difficile de tout de suite se dire demain je m'en vais à l'autre bout de la France. Par contre, contribuer un petit peu, quelques années ou même sauter le pas pour aller dans une autre fonction publique, c'est possible à l'échelle d'un bassin d'emploi. Et donc là, il y a des enjeux de coordination renforcés entre employeurs locaux, avec également les différentes fonctions publiques et les partenaires institutionnels au sein des différents bassins d'emploi. Et nous pensons au sein de l'association que nous pouvons progresser sur ces sujets et que ça répond à un réel besoin et une attente des agents qui pourront plus bouger et enrichir de ce fait le service public. Alors, on a la réponse à notre petit sondage. Donc, ça va dans le sens de ce que vous dites. 67% des personnes pensent que la solution à la mobilité passe par la solution bassin d'emploi. Ce qui est à côté rassurant et logique et de bon sens. Parmi les questions qui nous arrivent, il y en a une qui d'ailleurs j'ai envie de vous poser à tous les deux, c'est que vous parlez de la place des cadres. Mais est-ce que ce n'est pas lié aussi beaucoup dans certaines collectivités ou dans votre univers dont on n'a pas encore parlé, à la place de la RH, de la DRH dans l'organisation? Moi, je suis frappé quand même par un certain nombre de collectivités où les DRH sont encore cantonnés, si je puis dire, à des postes de directeur du personnel ou directrice du personnel amélioré, ce qui est quand même significatif, quoi. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi un travail dans l'organisation et dans la gouvernance là-dessus là? Je ne vais pas dire le contraire, non. Je porte non, mais je sais pas. Le sujet, je suis bien d'accord. Sur les RH, évidemment, l'organisation elle est plus performante lorsque la place des ressources humaines est dans son rôle stratégique d'accompagnement, de développement, ce
Ce qui ne veut pas dire qu'il faut laisser de côté les fonctions essentielles aussi de gestion. Mais évidemment, des fonctions de développement sont aussi fondamentales. Alors, ça fait évoluer du coup les profils présents au sein des directions des ressources humaines. Je pense par exemple à des profils qui sont de réelle valeur ajoutée progressive au sein des organisations, comme les missions d'appui à l'organisation, les liens qui peuvent être faits entre ces conseillers en organisation et les agents chargés des secteurs de la prévention, la santé au travail. Donc, toutes ces questions-là et ces compétences-là sont forcément importantes au sein d'une collectivité, en complément des fonctions plus traditionnelles de gestion et de pilotage de la masse salariale comme on connaît. Olivier, sur ce sujet, sur cette question, oui, la place du DRH. Oui, merci. Bien sûr, en tant que représentant de DRH, on ne peut qu'abonder dans ce sens. La RH, ce n'est pas uniquement la gestion, bien sûr, la gestion, c'est le socle. Il faut gérer les agents, il faut les rémunérer, il faut les recruter, mais il faut penser tout ça, il faut le stratégiser et impulser. Et le rôle de la DRH, c'est aussi de montrer aux employeurs qu'il y a un intérêt collectif qui transcende l'intérêt individuel de l'agent et l'intérêt de l'employeur pris séparément. Donc ça, c'est un rôle aussi de la RH. Il faut que la RH s'empare de ce rôle-là, sans quoi l'addition l'agrégat des intérêts individuels ne fait pas un intérêt collectif. Et puis la RH, elle impulse également effectivement des dynamiques de labellisation, de QVT. Elle reprend les processus, elle dématérialise et les conséquences de toutes ces interventions vont impacter le management et les agents de l'entité. Donc à l'évidence, la RH devrait prendre cette place aussi. Elle a une responsabilité elle-même, parce que parfois elle ne s'empare pas elle-même de cette place qu'elle pourrait prendre. Elle est à saisir, mais elle est peut-être un peu en retrait, peut-être encore un peu trop sur la réserve. Il faut qu'elle prenne cette place, parce que moi, quand j'étais au cabinet du ministre, voilà, il n'y avait aucun sujet qui échappait à la cellule sociale RH. Partout où il y a un homme, une femme du ministère, il y a une thématique qui concerne quelque part la RH. Donc, c'est forcément très impactant. D'où l'intérêt d'associations professionnelles comme la vôtre. Alors, juste oui. Sur le sujet des cadres, parce que vous nous interrogez aussi sur ça, c'est vrai que pendant longtemps, moi je trouve qu'on a eu tendance à considérer que la direction des ressources humaines avait le monopole des ressources humaines. Alors que c'est l'inverse. Par essence, le principe, c'est que la gestion des ressources humaines, c'est lié aux compétences du management et de l'encadrement. Et donc, nous, il faut aussi qu'on accepte ça, c'est-à-dire de lâcher prise, puisqu'on était reconnus aussi pour ça, c'est-à-dire avoir la tentation de faire à la place des autres et plutôt se dire que les DRH, aujourd'hui, doivent créer les conditions pour que les cadres exercent le mieux possible leur fonction de management des ressources humaines. Alors, il y a plusieurs questions. On va prendre ces questions-là, après je vous donnerai la parole. Et il y a d'autres questions sur le sens et la performance qu'on vous posera peut-être à la fin. Il y en a une qui vous concerne très directement, si je puis dire. Quid, et bientôt, quid des petites collectivités? Donc, c'est vrai que c'est un sujet... C'est un sujet de fond, un sujet essentiel avec une question d'égalité de traitement sur le territoire. C'est-à-dire là, moi, ce que je vous dis, c'est possible au sein d'une organisation conséquente, avoir la possibilité, je vous redonne l'exemple d'avoir des conseillers en organisation au sein d'une collectivité, mais ça, toutes les collectivités ne peuvent pas le faire. Alors, moi, je pense justement que les centres de gestion sont des outils totalement adaptés pour répondre aux besoins des collectivités qui, historiquement, sont bien ancrés et qui, à l'origine, étaient et sont toujours des outils d'une grande modernité et de mutualisation. Donc, au travers de ces outils, de ces établissements, on doit pouvoir construire une offre de service adaptée pour les petites collectivités. Une autre question qui vous concerne peut-être plus tous les deux, comment fidéliser des collègues pour qui le statut de fonctionnaire ne représente pas d'intérêt?
il s'attache qu'à la rémunération immédiate sans le parcours, sans s'intéresser au parcours lui-même. Sans le vécu. On sent peut-être quelqu'un qui est directement concerné. Si la question, c'est effectivement un intérêt quasi exclusif pour le salaire, ici, il n'y a qu'un levier de motivation, voilà, il n'y a pas lieu de tergiverser, il faut que le salaire soit à l'avenant. Maintenant, il y a sans doute d'autres leviers de motivation, il faut les trouver, ça c'est le management qui peut identifier ça. Hein. Là, la RH, normalement, reçoit les consignes du manager qui dit, voilà, cet agent, je souhaite le garder. Il a une motivation soit exclusivement salariale, soit d'autres types de motivation. C'est au manager d'identifier cette motivation et de la transmettre à la RH qui peut mettre en musique. Ben, derrière cette question, il y a la question de la mobilité aussi, c'est-à-dire de personnes qui sont extrêmement mobiles par rapport à d'autres qui le sont moins, et comment on construit peut-être une équipe, on essaye de construire une équipe avec ses réalités. Oui, mais est-ce que du coup, alors la personne qui pose la question a sûrement un profil bien en tête, mais est-ce que du coup, c'est vraiment performant pour l'organisation de recruter une personne comme ça? Parce qu'une seule motivation financière, c'est difficile quand même de construire quelque chose ensemble ensuite. Quelle est sa vision? Il faut creuser aussi, mais moi, à mon sens, il n'y a que ce sujet, ce n'est pas forcément le profil que je vais privilégier comme recruteuse. C'est pas très vendu aussi, hein, il faut dire. Profil, pour l'expérience que j'en ai dans la fonction publique, des profils qui sont quasi exclusivement motivés par un salaire important, c'est pas les plus répandus. Voilà, ça existe sans doute. Mais... Cette question, elle pose une autre question derrière, je trouve, qui est la question du courage dans le recrutement. C'est-à-dire de prendre ou de ne pas prendre quelqu'un, sachant d'abord qu'on va peut-être l'avoir longtemps, ce qui n'est pas toujours le cas, ça dépend des statuts ou des non-statuts, mais que c'est aussi ça. Enfin, c'est le courage des encadrants, des recruteurs. Une dernière question avant qu'on vous passe la parole, qui est une question un peu large, mais bon, c'est la question. Au-delà du rôle des encadrants, quid de la mise en place de véritables politiques managériales? Donc, on ne va pas dire le contraire. Non. Vaste sujet, hein, vraiment vaste sujet. C'est au-delà de la RH. L'impulsion managériale, elle doit venir d'en haut. Elle doit venir d'en haut par des mesures concrètes et par l'exemple. Lorsqu'on lance un plan management des cadres ou que sais-je, quelle initiative sur le sujet et qu'on a des exemples qui sont orthogonaux au plus haut niveau, c'est un peu compliqué. Donc il faut vraiment avoir les deux jambes de cette politique. C'est une volonté politique, en tout cas par les cadres supérieurs, encadrement dirigeant, et puis l'exemplarité, me semble vraiment essentiel. Alors, il y a un certain nombre d'autres questions que je vous poserai à la fin parce qu'elles vous concernent tous les deux et j'aimerais bien qu'on puisse vous entendre, que vous ayez le temps de d'exprimer sur le personnel civil au ministère des Armées. Alors, de la même manière que Mathilde Descartes nous a dépeint la différence, si je veux dire, du monde territorial, nous, on aimerait bien comprendre qu'est-ce que c'est qu'un civil de la défense et que fait-il. Et puis, autour de ça, évoquer les problèmes de communication dont je parlais tout à l'heure. Très bien, merci Hugues. Donc, qu'est-ce qu'un civil de la défense? D'abord, c'est quelque chose qu'à l'usage, on sait que pas grand monde ne sait ce qu'est un civil de la défense. Un civil, tout le monde sait, puisque par construction, on est presque tous civils, mais au ministère des Armées, on est une minorité. Et il faut bien reconnaître que les armées captent la quasi-totalité de la lumière, en tout cas en termes de recrutement. Hein, l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine sont très très visibles. Et savoir qu'il y a des civils, des agents publics civils qui travaillent avec ces militaires, c'est encore une réalité qui n'est pas très connue. De plus, on sort d'une période de restructuration assez lourde. Hein, depuis la fin du service national, la professionnalisation, les restructurations qui ont été liées à la vision générale des politiques publiques depuis 2008. Donc les effectifs civils et militaires, hein, bien entendu, ont beaucoup fondu. Et ça veut dire que pendant longtemps, on n'a pas été présent en tant qu'acteur du recrutement. Du coup, quand bien même on aura été identifié il y a 20 ans, on ne l'était plus ces dernières années parce qu'on ne recrutait plus ou alors de manière très, très, très réduite. Pourtant, et donc, c'est bien ce que j'ai mis dans la planche, c'est ça, on a aussi en plus un message politique qui dit, voilà, on va restructurer la fonction publique
Et nous, pourtant, on a un fonds de commerce, on est obligé de recruter, même si ce n'est pas des recrutements massifs, on est obligé de recruter. Donc, voilà, la RH a une obligation d'assurer le maintien des compétences et donc des entrées de compétences chaque année dans les effectifs. Voilà, donc planche suivante. Aujourd'hui, du coup, la situation du ministère des Armées qui a changé, hein, c'était le ministère de la Défense et désormais le ministère des Armées. Donc pour la place des civils, on a une visibilité qui s'est encore un peu réduite parce qu'effectivement, s'il y a des civils dans les armées, il y en a aussi dans d'autres services du ministère. Et donc aujourd'hui, on est sur un plan de recrutement qui s'étalonne autour de 4000 effectifs par an et 1000 apprentis. Donc on a aussi une politique très dynamique en ce moment de recrutement d'apprentis. On a une cible de 2006 à 1600. Là où les collectivités locales sont très en retard, même par rapport au privé. On s'est emparé de cette, pour être tout à fait honnête, hein, on s'est emparé de cette politique il y a 3-4 ans, hein, sous une impulsion interministérielle. Si on a été peut-être un tout petit peu hésitant au début, on a compris notre intérêt. Et aujourd'hui, les employeurs sont très désireux d'avoir des apprentis. Ils ont compris leur intérêt en tant que pour l'apprentissage et ensuite comme un levier de recrutement. On recrute des apprentis en tant que contractuels dans les effectifs. Donc les civils, voilà, on est 60 000 civils, vous l'aviez dit tout à l'heure, et on recrute tous âges, majeurs bien sûr, tout niveau de diplôme, dans toutes les régions de France et Outre-mer, et dans tous les métiers, on est entre 3 et 4 000 métiers si on s'en réfère au référentiel des emplois ministériels. Donc, quelle est la place des civils? Bien, sans les militaires et sans la mission opérationnelle des militaires, bien sûr, les civils n'ont pas de vocation propre. Ils sont au service de la mission qui est confiée aux militaires. Donc, c'est-à-dire nous contribuons à la mission d'établir un monde plus sûr, ce qui est déjà pas mal. Alors, vous parliez tout à l'heure, Mathilde, de sens. Nous, on avait axé notre communication recrutement sur donner du sens à votre carrière. On n'est pas les seuls. Mais on pense qu'on peut valoriser cet aspect de la carrière des agents civils au ministère des Armées. Alors, de la même manière qu'une question vous a été posée pendant la présentation de Mathilde, là on pose cette question, ce que vous évoquiez. Savez-vous que, comme ça on va le savoir, savez-vous que l'armée recrute des personnels civils? Enfin, vous le savez effectivement depuis 2 minutes. Saviez-vous que l'armée recrute des personnels civils en soutien des missions opérationnelles des forces armées? Vous répondez par oui ou par non, et nous regarderons les résultats de ce sondage. Alors, faire savoir que l'on existe, oui. Que font les civils de la défense? Alors maintenant, une fois qu'on a dit qu'on existait, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, plein de choses. Vous voyez, j'ai mis un petit panel d'exemples de métiers, c'est-à-dire tous les types de métiers de soutien administratif, bien entendu, des métiers d'informaticien. On a des difficultés de recrutement comme la quasi-totalité des employeurs sur les métiers liés à l'informatique, cybersécurité, tout ce qui est télécommunications. On a énormément d'ingénieurs dans le génie civil, des mécaniciens qui permettent d'entretenir la flotte, les aéronefs, les navires et puis les matériels terrestres. On a des linguistes, des juristes, on a des médecins, des assistants de service social. Voilà, c'est tout ça. Les 60 000 civils se répartissent sur la totalité du spectre de ces métiers. Vous n'avez pas de problème pour recruter des médecins? Ça intéresse beaucoup les collectivités, ce sujet. Si, bien sûr, c'est un sujet difficile, oui, bien sûr. Et puis surtout qu'on est sur des flux très réduits. Et donc, il faut trouver une correspondance, une convergence d'intérêt entre l'intéressé et le profil qui est recherché et le parcours que nous proposons. Alors, vous évoquez une marque employeur des personnels civils. Je me permets de donner les résultats du sondage parce que finalement, votre communication est efficace puisque, oui, 66% des personnes savent qu'il y a des métiers très intéressant. Voilà. Donc voilà, en tout cas, après, il y a un passage à l'acte à faire, mais en tout cas, ils sont informés. Alors nous, on a prévu de communiquer pour faire connaître aux 33% qui restent, 34% qui restent, le fait que nous existions. Donc, on est en train de bâtir une marque employeur. Là, je ne peux pas communiquer dessus avec vous aujourd'hui parce qu'elle n'est pas lancée officiellement, mais néanmoins, voilà, ça tournera autour des civils de la défense et ça permettra de mieux définir notre identité et d'apparaître comme un des recruteurs importants du ministère des Armées par rapport au recrutement militaire. Pour confirmer cette présence, on est en train de bâtir un portail des recrutements sur Internet qui s'appellera Devenez civil de la défense. Pareil, dans l'optique de nous donner une visibilité nouvelle et de capter
l'ensemble des flux Internet, de les faire passer par ce portail, de manière à ce qu'ils reçoivent l'ensemble de l'information sur les recrutements, sur les métiers, sur les carrières et sur les statuts dans lesquels nous recrutons. Pour lancer la marque employeur et cette campagne de communication sur le recrutement, nous avons prévu une campagne digitale sur les réseaux sociaux. C'est un peu inévitable hein, quand on veut prendre place aujourd'hui vers les nouvelles générations, mais pas uniquement. On est tous désormais sur les réseaux sociaux, plus ou moins. Donc, il faut qu'on incarne cette identité sur les réseaux sociaux via donc une présence avec des portraits, des informations, les dates des concours, des fiches de poste. Voilà. Et puis, on a prévu, parmi entre autres, hein, je vous ai sélectionné quelques mesures plus emblématiques. On est en train de finaliser un jeu de cartes, un serious game, autour de missions défense. Donc, il faut recruter des talents pour réaliser une mission. Et donc, les talents sont sur les cartes et ça permet d'amorcer une discussion avec des jeunes ou des moins jeunes sur le contenu des missions et des métiers du ministère. Alors d'abord, avant de passer on va parler de recruter et fidéliser. Je voulais rassurer nos internautes. Les questions arrivent, on va les poser, mais je souhaitais que tout le monde soit informé d'un sujet que tout le monde ne connaît pas forcément, en tout cas 33% ne connaissent pas. Et on posera les questions après. Donc, recruter et fidéliser. Alors, mettre à jour nos méthodes de recrutement. Ouais. Donc, il faut que nos recrutements, on les planifie donc chaque année avec les employeurs du ministère, les employeurs qui expriment les besoins en compétences. Et donc, on a un plan de recrutement annuel qui se répartit par métier et par statut de recrutement. Alors, mettre à jour nos méthodes de recrutement, ça veut dire quoi? Ça veut dire un site dédié, donc j'en ai parlé, mais là, on a un site dédié au recrutement contractuel. Et là, je reboucle sur ce que disait Mathilde tout à l'heure, sur le jargon qu'on utilise parfois sur les recrutements, où on se parle peut-être à nous-mêmes plus qu'à des futurs candidats, parce qu'on a un jargon technique et qui ne permet pas d'être compris, en fait. Et donc, les fiches de poste passent à côté de leur cible. Donc, sur ce site de recrutement des contractuels, on a le premier travail qu'on fait, en fait, c'est de transformer les fiches de poste en offres d'emploi, synthétisées, plus courtes, plus compréhensibles. En s'adressant à des contractuels et non des statutaires. Ouais. Voilà. Et du coup, déjà, on passe ce premier filtre de l'absence, de l'incompréhension que peut susciter une fiche de poste avec des acronymes ou des termes qui ne sont compris que des gens du domaine. Ce site, il va accompagner le candidat depuis sa prise de contact jusqu'à la signature de son contrat. Donc là, on l'emmène dans un parcours de recrutement. Dès lors que c'est fructueux et que les discussions se passent bien, il est accompagné sur ce site du début à la fin de son parcours de recrutement. Nous sommes dans une phase expérimentale et il sera pleinement opérationnel cet été. On a également une réflexion sur les modalités d'organisation des concours. Donc ça, c'est une réflexion que nous menons au ministère, mais que nous menons avec d'autres ministères. On fait le constat d'une sorte de désaffection sur les concours. Avant les concours, on publiait au JO l'annonce d'un concours, et puis on avait des candidats et on pourvoyait des postes. Aujourd'hui, c'est un peu moins simple. On a des candidats, et parfois on ne les a plus sur des spécialités critiques en tension, au hasard informatique, génie civil. Il arrive de plus en plus fréquemment qu'on ne fasse pas le plein. C'est-à-dire qu'on a un taux un ratio candidat-poste qui est de moins en moins favorable. Donc il faut s'interroger sur les concours. Donc là, je ne sais pas si on a le temps, s'il y a des questions, mais je ne vais pas approfondir. On va répondre aux questions. Voilà. Donc je n'approfondis pas, mais sachez qu'on est vraiment aussi sur cette réflexion-là parce que c'est quand même un des modes de recrutement principaux. Donc on va rénover notre présence Internet pour les concours. On va renouveler les partenariats internes puisque les armées recrutent, mais tous les gens qui franchissent les portes des établissements de recrutement des armées ne sont pas recrutés en tant que militaires. Donc pour nous, il y a là un vivier de personnes qui sont intéressées par les thématiques du ministère des Armées et qui pour autant ne peuvent pas être militaires. Donc on est en train de regarder ces partenariats-là. On veut aussi aller plus près des viviers de recrutement, donc avoir des partenariats avec des écoles de formation, des centres de formation, des chambres de commerce et d'industrie, pour aller au plus près des viviers de compétences et du coup sécuriser en quelque sorte des flux annuels, des contacts que nous pourrions avoir, qui seraient à intérêt réciproque, bien sûr. La vocation des centres de formation, c'est d'amener les jeunes à l'emploi, et nous, c'est de les recruter. Donc, on est vraiment fait pour s'entendre. Et puis, de manière peut-être un peu anecdotique, mais néanmoins, ça contribue à toute cette politique. On est de plus en plus présent sur les salons de recrutement. En province, on organise et on participe régulièrement à des opérations portes ouvertes. On a des manifestations métiers dédiées, voilà, surtout sur les métiers en tension.
Alors ça, c'est la première partie où, quand on essaie de montrer le meilleur de soi-même pour attirer les bons candidats. Et après, il faut les garder, les fidéliser, si je puis dire. Alors, les fidéliser, donc c'est tout à fait autre chose. Une fois qu'ils sont chez nous, ça fait appel à d'autres qualités. Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la patte du gain, en quelque sorte, pour résumer les choses de manière très triviale, évidemment, on veut tous un salaire et le plus intéressant possible. Maintenant, ce n'est pas forcément le premier critère de recrutement. Et du coup, on joue sur tout un différent levier pour la fidélisation. Donc, on est en train de mettre en place en ce moment un parcours d'accueil des cadres. Donc tout ce que dans la fonction publique, je pense que tout le monde connaît les catégories A, B, C. Donc pour les cadres de catégorie A, on est en train de mettre en place un parcours d'accueil avec une formation initiale à la prise de poste. On a vu encore hier, on a préparé pour les cadres qui rejoignent le ministère des Armées la mise en place d'un séminaire avec l'IHEDN, l'Institut des hautes études pour la défense nationale, qui va pendant une semaine acculturer ces cadres à l'environnement de la défense, aux thématiques, à la stratégie, et dans quel contexte ils œuvrent finalement, si on est sur un poste financier, comprendre qu'il y a tout autour un environnement géostratégique qui conditionne ce travail et le mieux le comprendre. Pendant ce parcours d'accueil, les jeunes sont accompagnés par un qui leur donne en gros les tuyaux de comment fonctionne le ministère, comment j'optimise mon parcours. On cherche à fluidifier les mobilités, c'est impératif. Alors, ça rejoint pas mal d'échanges qu'on avait tout à l'heure sur la place des managers, les employeurs. Donc là, on se rend compte qu'il y a vraiment un intérêt à fluidifier les mobilités pour tout le monde, pour les agents qui alimentent leur portefeuille de compétences et qui du coup se vendent encore mieux ensuite. Et pour les employeurs qui ont souvent du mal à comprendre qu'avec un agent de bonne qualité, il ne faut pas le garder trop longtemps. Ni pour lui, ni pour eux, parce qu'eux ne renouvellent pas le biais de compétences, auront du mal à recruter quelqu'un après avoir conservé un cadre trop longtemps. Donc il faut qu'on fasse passer ces messages, on ne peut pas les imposer, mais il faut les poser et il faut que ça passe. Et donc on a un outil qui dématérialise toute la procédure, qui accompagne à la fois les agents et les employeurs de manière à ce que finalement en apportant une prestation améliorée sur la mobilité, on donne envie à tout le monde de se lancer dans cette procédure. Pareil pour la formation c'est quelque chose c'est un processus qui est indispensable, qui a été peut-être un peu, pas négligé, mais mis en deuxième priorité lors des restructurations. Aujourd'hui, ça revient en force. Il faut qu'on fasse de la formation le levier du maintien des compétences et de la conquête des nouvelles compétences. La mise en place d'outils qui soulagent la gestion RH, donc c'est la dématérialisation des processus RH. Il faut absolument aller vers dans cette voie. C'est pas simple, c'est très compliqué, parce qu'en fait, sur une ressource métier, on doit dédier une partie de la ressource métier sur la dématérialisation. Donc, le temps de la transition numérique, en quelque sorte, on fait un double travail, c'est beaucoup plus compliqué. Pour autant, une fois qu'on a réussi, on se soulage de nombreuses missions RH un peu secondes, quand on se rend compte que c'était de la logistique RH, de la manutention RH qui n'avait pas de valeur, et on peut se concentrer sur la plus-value RH. Et puis enfin, bien sûr, comment fidéliser, on se lance dans des démarches de labellisation, ce qu'on fait au ministère des Armées, pour valider la professionnalisation. Professionnalisation, c'est un long mot, des processus RH, notamment voilà, sur les questions de mixité. Lorsqu'il y a eu il y a quelques années un ouvrage qui est sorti sur les harcèlements qui avaient lieu dans les armées. Et on a mis en place tout un environnement. Aujourd'hui, il y a une cellule qui s'occupe de ça à temps plein. Tout le monde est formé sur la thématique. Enfin, voilà, on veut vraiment monter en gamme sur l'ensemble de ces thématiques de manière à être un ministère qui affiche, qui est irréprochable sur ces questions. Merci infiniment. Alors, on a énormément de questions. Je ne sais pas si on arrivera à toutes les prendre. Surtout qu'il y en a deux qui sont plus sur le sens et on conclura peut-être sous cet angle-là. Il y en a une qui est très directement sur vos propos sur la nature du contrat des civils, leur durée, motif et renouvellement. Alors c'est très technique. Alors, je vais vous demander d'être le plus bref possible, mais c'est pour honorer. Il n'y a pas une réponse unie, bien entendu. Les contrats vont de 1 à 3 ans, un contrat initial, toutes catégories confondues. On a élargi la possibilité de faire signer des CDI directement, mais ça dépend, pareil, du diplôme, du métier. Donc en fait, il faut vraiment je ne sais pas comment inviter cette personne à nous contacter, s'il y a moyen d'avoir. Elle aura le moyen. Voilà, très bien, parce que voilà. Et on recrute beaucoup de contractuels. Cette année, on a prévu de recruter 1000 contractuels, 1000 personnes sous contrat.
Une question qui vous concerne tous les deux et qu'on a un peu évoqué tout à l'heure. Est-ce que vous trouvez toujours des candidatures légitimes aux postes, notamment sur les profils difficiles à trouver sur certains secteurs? On évoquait les médecins tout à l'heure, mais alors, pas toujours du premier coup. Ça, c'est sûr. Sur certains types de postes, ça peut être plus compliqué que pour d'autres. Donc, ça peut prendre du temps, ça, c'est sûr. Ça peut conduire aussi à réfléchir, à faire évoluer les profils. Ça peut nous inviter à changer aussi. Changer les profils, puisqu'on n'arrive pas à trouver la personne. Donc, des fois, c'est parce qu'on cherche un mouton à 5 pattes, comme on dit. D'autres fois, c'est parce que ce sont des métiers en tension. Alors, vous parliez de l'apprentissage. Ça, c'est un sujet, c'est vrai, intéressant aussi à développer au sein des collectivités, pouvoir se dire quels sont les métiers dont j'ai besoin, recruter, offrir des possibilités pour les apprentis sur ces niveaux de qualification et ensuite faire en sorte soit qu'ils réussissent les concours, soit qu'ils puissent être recrutés au sein des collectivités. Ça, c'est un outil, je pense, qu'on pourrait mieux développer au sein des collectivités. Si je peux compléter sur cette partie-là, parce qu'effectivement, c'est une grosse préoccupation de notre côté, je pense pour tous les employeurs, bien entendu. Il y a la partie quantitative, il faut qu'on ait des personnes, parce qu'on a des postes ouverts et on a donc des missions à leur confier, et on a une partie qualitative. Et lorsque on a moins de candidats, on se replie sur l'aspect quantitatif, bien sûr, et on peut prendre des personnes qui n'ont pas immédiatement les compétences. Maintenant, je parlais de l'outil de formation. Il faut qu'on utilise cet outil de formation. Il ne faut pas qu'on se recroqueville sur le mouton à 5 pattes, parce que sans quoi, parfois, on ne le trouvera pas. Il est mieux de recruter quelqu'un qui n'est pas complètement formé, mais qui a le savoir-être et l'envie, la motivation. Et puis après, on en fait quelqu'un de compétent dans son métier. Voilà. Mais on ne peut pas toujours avoir un recrutement en nombre et en qualité. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est plus possible dans tous les métiers. Alors, il y a beaucoup de questions sur comment déceler le vrai du faux lors d'un recrutement. Je crois qu'on va faire une webconférence uniquement sur ce sujet-là, parce que là, c'est difficile de répondre brièvement à ce genre de sujet, mais il est vrai dans tous les domaines. Enfin, je ne sais pas du tout pour éviter la question, mais c'est vrai qu'elle mérite. Par contre, beaucoup de questions aussi, évidemment, reviennent sur la mobilité, mais surtout la mobilité interministérielle et interfonction publique, en disant qu'il y a peut-être une véritable perte de talent. Alors, comment répondre à ça? On parlait des bassins d'emploi tout à l'heure, qui est une solution. Perte de talent liée au départ d'agents vers d'autres ministères, d'autres fonctions publiques? Non, le fait que peut-être dans d'autres ministères, c'est la question qui est posée, il y a peut-être des talents qu'on cherche pour un ministère. Sans doute. Aujourd'hui, la DGAFP encourage la mobilité interfonction publique. Elle vient de mettre en place la place de l'emploi public qui est accessible à l'ensemble des agents publics de toutes les fonctions publiques. Et aux agents d'ailleurs qui ne sont pas actuellement dans une fonction publique, c'est accessible sur Internet. Donc elle met en place cet outil qui va quand même décloisonner pas mal avec une obligation de publication de tous les postes vacants. Donc on a désormais une visibilité, une transparence sur l'ensemble des postes vacants des 3 fonctions publiques. C'est quand même une grande nouveauté et ça devrait aider dans ce sens. Et nous on recrute beaucoup de personnes d'autres ministères, d'autres fonctions publiques. On fait 500 à 600 détachements entrants annuels au ministère désormais. Donc c'est vraiment des compétences dont on a besoin et on a aussi pas mal d'agents, des centaines d'agents qui sortent du ministère et qui vont vers d'autres entités publiques. Donc le jeu est joué et il est fructueux, il est vraiment très fructueux. Beaucoup de questions sur les concours, évidemment. Est-ce que dans leur structuration actuelle, ils sont toujours adaptés au profilage de compétences recherchées? Au sein des collectivités, l'association, elle a travaillé sur ces sujets. Il y a une contribution qui est accessible sur le site de l'association. C'est vrai ça peut être aussi un lien avec la question à laquelle on n'a pas totalement répondu, comment déceler le vrai du faux. C'est le même sujet. On n'a pas du tout répondu. Non, pas du tout, mais c'est en partie le même sujet sur les concours. Est-ce que les concours aujourd'hui sont adaptés pour déceler le vrai du faux aussi? Alors, les étapes, évidemment, écrites permettent une évaluation plus théorique, mais ensuite, il y a tout le sujet du savoir-être, la capacité à s'adapter en tant qu'agent public. Et sur ça,
il y a des questions. On peut se poser des questions, en effet, sur l'organisation des concours. Certains cadres nous disent souvent, mais pourtant, c'est une personne qui est lauréate, ou à l'inverse, qui n'a pas réussi, alors qu'il en a toutes les capacités et qui pourrait tout à fait être un cadre de catégorie 1 au sein d'une collectivité. Donc, ça permet quand même, moi je suis très attachée à ce sujet, d'avoir une neutralité dans la sélection et ensuite, en tout cas pour la fonction publique, puisque c'est le principe territorial au sein des collectivités, de pouvoir faire ses preuves et démontrer par les procédures de recrutement qu'on est le meilleur pour cette collectivité. Alors, deux questions un tout petit peu, peut-être un peu plus techniques, qui sont plus directement pour vous, M. Bao. Notamment, je ne sais pas si vous pourrez répondre sur le travail sur la marque employeur, c'est le budget qui a été alloué. Je ne sais pas si c'est Et puis la deuxième question, je groupe les questions, même si l'autre n'a rien à voir. Est-ce qu'il y a une limite d'âge pour intégrer le personnel civil des armées? Alors, la deuxième question est plus simple. La dernière question plus sur le sens. Il n'y a pas de limite d'âge, en dehors de l'âge de la retraite, bien sûr. Il n'y a aucune discrimination. Sur les salons, on accueille des jeunes dès lors qu'ils sont majeurs, bien entendu, sinon on les informe simplement. Et puis des personnes nombreuses en reconversion professionnelle qui souhaitent nous rejoindre. Et donc, il n'y a aucune prévention, il n'y a plus de limite d'âge dans les concours, il n'y a pas de limite d'âge sur les contrats. Donc après, c'est simplement, on teste des aptitudes, une motivation comme pour tout candidat. Donc ça, c'était la partie simple. Donc je n'ai pas préparé la question sur la marque employeur, on a été accompagné. J'ai pas le montant, mais c'est pas quelque chose d'absolument rédhibitoire. Par contre, moi, ce que je pense, c'est que sur la marque employeur, il faut aussi un accompagnement. C'est un accompagnement, c'est-à-dire qu'on est toujours acteur, on est toujours moteur, et c'est nous qui choisissons, c'est nous qui validons les options qu'on nous propose. On n'est sans doute pas les mieux placés pour savoir quelle image on donne de nous-mêmes. Donc ça, c'est intéressant qu'on nous livre cette image. Après, c'est à nous de choisir sur quoi on veut axer, sur quel levier on va insister. Donc cet accompagnement, il a duré 1 an. C'est assez long. Mais il est très éclairant sur nous parce qu'on avait une communication qui portait sur donner du sens. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit, on est plutôt sur l'idée, on se positionne en regard de la mission. C'est un peu la même chose, mais on le formule différemment. On se positionne sur notre contribution à un monde plus sûr, qui est la mission du ministère et des militaires. Alors, on va prendre une dernière question qui va être le regroupement de toute une série de questions qu'on a pu avoir qui parlent justement plus sur la fidélisation, parce qu'elle porte sur le sens et sur la notion de performance du service public. Alors, j'ai essayé de mélanger un petit peu tout ça. En fait, le constat, c'est que très souvent, les personnes travaillent et sont évaluées sur des objectifs un peu intermédiaires, fixés par d'autres, qui sont rarement en rapport avec le service final, qui n'ont même pas conscience même du service final, et du coup, on ne se reconnaît pas en lui. Donc, question sur le sens, précisément. Et l'autre question qui est directement liée, je m'en vais répondre assez largement, et en même temps, c'est une forme de conclusion, c'est cette notion de performance du service public. Beaucoup de gens ont du mal à comprendre ce que ça veut dire et trouvent que, à force de parler de performance, on finit par parler plus il y a une confusion entre la performance du service et le service lui-même. C'est-à-dire qu'on finit par répondre à des critères et des objectifs qui, eux-mêmes, augmentent la perte de sens des agents. Et je pense que ces questions-là, ces humeurs, si je puis dire, qu'on a pu recevoir, sont effectivement significatives sur la question de la fidélisation des équipes. Alors, je vous laisse répondre, ce sera une forme de conclusion parce que le temps passe très très vite. Ça pourrait être un futur sujet de votre conférence aussi. En quelques secondes, moi, ce que je décide du coup de mettre en valeur et qui me tient vraiment à cœur sur ce lien entre performance et service public, c'est la question du travail bien fait. C'est-à-dire créer les conditions dans l'organisation pour qu'on réussisse à discuter de c'est quoi le travail bien fait et faire en sorte que tous les jours, quand on va au boulot, on a l'esprit léger et l'engagement nécessaire qui fait qu'on n'est pas venu ici en fait par hasard pour faire du service public. Oui, et les deux questions sont sans doute liées. Le sens du service et la performance de notre action quotidienne sont liés. Si on ne comprend pas
quel est le sens de notre action, il est probable que la performance de ce que l'on fait soit pas au rendez-vous. La performance, c'est ça, c'est accomplir la mission qui est la nôtre dans les meilleures conditions. C'est-à-dire qu'il faut venir au travail en ayant conscience de ce qu'on va faire et de ce que ça va produire sur notre environnement. Quand on a des usagers, nous, au ministère des Armées, les usagers, c'est la paix, au final, en quelque sorte. Ça, ce sont les usagers des militaires. Et nous, civils, nos usagers, en général, ce sont nos collègues. Donc, c'est une performance qui est relative, mais néanmoins, on peut se rendre compte du succès de nos actions lorsqu'on atteint nos objectifs. Donc, tout est vraiment lié. Et là, on est au-delà de la RH, c'est le management qui a une place essentielle dans la transmission du sens. C'est vraiment, on le dit, c'est un peu tarte à la crème sans doute, mais c'est vraiment essentiel. Si on n'a pas compris le sens de sa mission, c'est un peu difficile d'adhérer parfois aux exigences du métier. Hein. C'est quand même, on est là pour travailler, c'est pas toujours très simple. Et si on n'a pas compris le sens, c'est plus délicat. Est-ce qu'il n'y a pas de la part des agents, toutes fonctions publiques confondues, ce serait peut-être important de rappeler qu'ils sont aussi créateurs de richesse, d'une certaine manière. Parce que j'avais assisté à un colloque une fois où tout d'un coup, quelqu'un avait dit ça sur scène et j'avais vu des yeux s'allumer. C'est se rappeler que le privé n'a pas l'apanage de la création de richesse et qu'il y a une richesse collective aussi. Alors la paix, c'est vrai que c'est difficile mais Dieu sait que c'est important. Mais juste, c'est une lapalissade ce que je dis peut-être, mais peut-être un ou deux commentaires par rapport à ça avant qu'on conclue. Pour moi, c'est ce qui fait vibrer nos cœurs d'agents publics, hein, et c'est ce qui nous regroupe tous, et c'est sur ça qu'on doit travailler. Qu'est-ce qui fait qu'on est fier aujourd'hui, quand on est auxiliaire dans un EHPAD, de travailler auprès des personnes âgées, ou dans une crèche, ou ingénieur informatique pour faire évoluer les systèmes d'information et les téléservices. C'est ça la question, et c'est ce qui fait qu'on est tous, et je le souhaite en tout cas, fiers d'être agent public. Et je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure aussi, vous avez parlé du courage, Hugues. Ça, c'est, courage dans le recrutement, entre autres. Courage dans le recrutement, courage aussi des cadres, d'accepter que les choses vraies soient dites et donc de les prendre en main et de traiter tous ensemble les problèmes. Et ça, c'est parfois des grosses transformations. Donc, il faut l'accepter pour qu'ensuite le service public soit de meilleure qualité. Parfois, le lien entre la création de richesse et notre action quotidienne, il n'est pas évident à identifier. Pour autant, on est là, enfin, je rejoins Mathilde, là, on est vraiment là motivé par l'intérêt général. Personnellement, dans ma démarche professionnelle, je me sens bien dans un ministère parce que j'ai vraiment l'impression d'être à ma place et d'œuvrer pour la collectivité. Même si parfois c'est pas évident tous les jours, on sait qu'à long terme, ce qu'on fait, ça sera porteur de sens et tout le monde, ça se voit. Voilà, donc, et ce qu'on a dit aussi depuis tout à l'heure, voilà, sur la fidélisation, le management, la part importante du management par rapport à la RH. On n'est pas seul. La RH, elle crée les conditions pour que derrière, chacun s'épanouisse. Même si, encore une fois, le monde du travail, c'est pas toujours très simple. Il faut viser cet objectif. Moi, je suis très heureux d'aller travailler chaque jour et je veux que dans mes équipes et celles des autres, on partage cette joie positive. Alors, avant de conclure, on va vous poser une question, puisqu'il y a une autre webconférence qui aura lieu le 14 mai à 11h sur un sujet qui indirectement traite du même sujet qu'aujourd'hui, sur la sécurisation et la diversification des parcours, avec une personne issue de la territoriale, une personne issue de l'hospitalière. Donc, simplement, vous répondez, si jamais vous êtes intéressé par cette webconférence, par oui ou par non, avec une préférence de notre part pour le oui. Et puis, entre-temps, moi, d'abord, je vais vous remercier tous les deux pour je dirais, la générosité de vos propos et puis l'envie que vous donnez. Donc, j'espère qu'elle aura été communicative et qu'elle aura passé l'écran. On va devoir mettre un terme à cette séance de questions-réponses. Alors, pour tous ceux qui n'avaient pas eu de réponse à leurs questions, il y en a certaines qui peuvent poser, qui pourront poser directement, peut-être à nos intervenants s'ils le souhaitent, ou s'ils sont intéressés par des carrières dans l'armée ou sur le monde territorial. Sachez que pour d'autres questions, qui sont des questions, je dirais, plus techniques, VK peut vous accompagner par le biais de son service VK Ligne Expert, qui vous permet de poser directement des questions par téléphone à des experts.
et obtenir une réponse immédiate. Et puis remercier la CASDEN, le partenaire de cette webconférence sans laquelle elle n'aurait pas pu avoir lieu. Merci à tous. Merci. Et à toutes.